Et salut à tous mes poneys, ici Nighteron et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, oui, j'ai encore fait un bon gros titre bien putaclic et bien baveux pour faire des vues, comme la sombre merde que je suis devenu grâce à internet. Et je sais que tout le monde ne va pas spécialement apprécier la méthode et le sujet du jour. Mais promis, aujourd'hui ce sera également instructif et constructif, donc pas de panique. Vous pouvez rester, on va essayer de ne pas trop brusquer la fragilité de certains. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sans filtre de lore D&D, de son évolution, et on va parler principalement d'un aspect un peu différent de d'habitude, puisqu'on va tout simplement aborder la question de pourquoi le lore officiel a autant changé ces dernières années, et quelle est la position officielle en fait, et argumentée principalement de Wizards of the Coast à ce propos. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer confortablement, car aujourd'hui on va parler de l'histoire et de l'évolution officielle à venir de Donjons et Dragons. Dans un article apparu fin juillet sur le site officiel de D&D, Chris Perkins, un des grands architectes du studio, notamment derrière des créations comme La Malédiction de Strahd, Icewind Dale et tout simplement d'autres livres, nous parlait de l'opinion et de la vision de Donjons et Dragons vis-à-vis de son lore. Et God, il était important d'en parler, qu'on mette enfin les choses au clair, tellement on me pose notamment la question en stream. Ce que j'ai fait, très simplement, j'ai traduit cet article que je m'apprête à vous lire et à vous expliquer / commenter si jamais vous n'êtes pas au courant de ce qui se trame sur le sujet. Du coup, installez-vous, c'est parti. Je m'appelle Chris Perkins et je suis l'un des principaux architectes du jeu Donjons et Dragons. Vous me connaissez peut-être sur des produits tels que Curse of Strahd, Icewind Dale, Rhymes of the Frost Maiden ou The Wild Beyond the Witchlight, d'ailleurs, la prochaine sortie qui devrait arriver dans les prochains jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis également un expert en la matière lorsqu'il s'agit de l'histoire de Donjons et Dragons. Évidemment, ce n'est pas un broquignol que l'on a été chercher au fin fond de son bureau, c'est quelqu'un qui travaille dessus depuis des années. Dans ce court article de blog, je vais décrire la position de notre studio sur la canonicité du lore. Lorsque nous faisons référence au canon de Donjons et Dragons, nous parlons de vérités auxquelles nous nous accrochons dans la 5e édition. Ou des choses que nous savons être vraies dans une autre expression ou édition de Donjons et Dragons, expression sous-entendue bien évidemment, les jeux, les livres, les actual plays, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme canonique dans Donjons et Dragons? Plongeons dans le vif du sujet. Point numéro 1, chaque expression de Donjons et Dragons a son propre canon. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui, donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous. Non, blague à part, notre studio traite Donjons et Dragons de la même manière que, par exemple, Marvel traite ses propriétés. L'édition actuelle du jeu de rôle Donjons et Dragons a sa propre histoire canon, tout comme chaque autre expression de D&D a la sienne. Par exemple, ce qui est canonique dans la 5e édition ne l'est pas nécessairement dans un roman, un jeu vidéo, un film, une de vos sessions de jeu de rôle, ou une bande dessinée et vice-versa. Ceci est vrai non seulement pour l'histoire, mais aussi pour l'art et les concepts entourant la vie du jeu. On en reparlera un peu plus tard. Cette approche permet à des auteurs comme R.A. Salvatore d'écrire des romans sur Drizzt sans avoir à se soucier de savoir si sa version des Royaumes Oubliés correspond parfaitement à ce que nous faisons dans le jeu de rôle. Pour ceux qui ne savent pas évidemment, R.A. Salvatore, connu sous le nom de Bob, chez Wizards of the Coast et principalement chez D&D, si jamais vous traînez sur leur site et sur leur forum, est l'auteur en fait de la légende de Drizzt, évidemment, une des sagas les plus importantes dans la littérature disponible à ce jour autour de Donjons et Dragons et autour du jeu de manière générale. Cela signifie qu'un jeu vidéo, Donjons et Dragons, peut prendre des éléments d'une série de romans et les présenter d'une manière qui répond aux besoins du jeu, plutôt que d'adhérer à la séquence des événements relatés dans les romans. Je vous laisse digérer l'information. D'un point de vue créatif, c'est libérateur dans un premier temps. Cette approche reconnaît également que les différents médias présentent des défis et des exigences uniques. Petit clin d'œil évidemment à ceux qui chient sur Baldur's Gate 3 parce que ce n'est pas tip-top comme le jeu de rôle et qu'ils ont pris des libertés. Chaque édition du jeu de rôle a également son propre canon. On revient évidemment au point numéro 1. En d'autres termes, quelque chose qui aurait pu être considéré comme canonique dans une édition ne l'est pas nécessairement dans une autre. Par exemple, le succube a été classé comme un démon dans la 4e édition, même s'il était un démon dans les éditions précédentes. Idem pour le lore des Drow, des Vistani et des Orques, qui ont évidemment fait énormément parler d'eux sur les réseaux sociaux.
Chaque édition du jeu de rôle a également donc son propre canon. On peut le dire, les choses changent et évoluent avec leur temps. On peut également dire que chaque campagne qui a été menée dans l'un de nos environnements publiés a son propre canon également. Votre version des Royaumes Oubliés a son propre canon, ce qui ne la rend pas moins valable que celle des autres. Elminster, par exemple, peut être une liche dans votre campagne des Royaumes Oubliés. Il peut être également un hamster spatial géant miniature dans la mienne. Les deux sont acceptables et géniaux à jouer. On s'en fout de ce qui convient selon vous à l'histoire que vous avez connue ces 40 dernières années, si cela empêche la créativité de prendre place à la table. La clé de notre approche est la conviction que l'histoire appartient aux MJ et aux joueuses et aux joueurs, notamment, pas à nous de la définir donc pour vous. Nous faisons un effort conscient pour préserver autant d'opportunités que possible pour les MJ de jouer avec leurs propres idées. C'est la raison pour laquelle nous ne produisons pas de livres de référence qui débitent une tonne d'histoires de fond, comme ce fut le cas par le passé. En gros, ouais, on sait que vous voulez des recueils sur l'histoire, des codex avec 500 pages d'histoire, avec des explications de long en large, mais le vrai business, c'est de le faire par vous-même. Je le répète encore pour ceux qui n'ont pas compris, la direction de Donjons Dragons a décidé de prendre, c'est nous faisons un effort conscient pour préserver autant de possibilités et autant d'opportunités que possible pour les MJ de jouer avec leurs propres idées. C'est la raison pour laquelle nous ne produisons pas de livres de référence qui débitent une tonne d'histoires de fond. Le MJ et les joueuses restent les arbitres ultimes de ce qui est vrai ou non dans leur expression de Donjons et Dragons propre. Point numéro 2, pourquoi ne pas adopter le canon des éditions précédentes et en finir définitivement avec lui ? La raison la plus importante pour laquelle nous maintenons notre continuité séparée des autres expressions et des éditions antérieures de D&D est tout simplement d'alléger le fardeau des meneuses et des meneurs de jeu. Ce n'est pas que nous insistons pour tout créer nous-mêmes, plutôt nous ne voulons pas que les MJ ou les joueuses aient l'impression qu'ils doivent lire un roman, jouer à un jeu vidéo, acheter un livre source de la 3e ou de la 2e édition pour pouvoir apprécier notre jeu actuellement et tirer le meilleur parti de notre gamme actuelle de produits. C'est pour cette même raison que nous faisons preuve de circonspection dans l'introduction de certains types de nouveaux éléments d'histoire. Les MJ et les joueurs doivent pouvoir utiliser notre contenu sans avoir à se tenir au courant d'une méta-intrigue, par exemple, qui s'étend sur 50 romans, des bandes dessinées et des jeux vidéo qu'ils n'ont tout simplement pas en accès ou tout simplement qui ne sont pas accessibles chez eux. On veut en faire un jeu qui s'adapte à votre table uniquement. Point numéro 3, et donc le canon de la 5e édition commence avec les livres de règles de base. Le canon de la 5e édition comprend chaque élément d'histoire qui apparaît dans les versions les plus récentes du manuel du joueur, du manuel des monstres et du guide du maître du donjon de la 5e édition. Au-delà de ces livres de base, nous n'avons pas de compte-rendu public de ce qui est canonique dans la 5e édition parce que nous ne voulons pas surcharger nos collègues créateurs et partenaires commerciaux par la même occasion. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui est canonique dans la 5e édition, laissez-moi vous donner une brève introduction. Strad von Zarovich, évidemment, maintenant que vous suivez mon actuel play, dort canoniquement dans un cercueil, comme les vampires. Théoriquement, Menzoberranzan est canoniquement une cité souterraine drow sous l'emprise de Lolth, comme elle l'a toujours été. Canoniquement, Zariel est l'archiduc d'Avernus, du moins pour le moment. Inversement, tout ce qui se passe pendant une partie en direct, par exemple d'Acquisition Incorporated, de la Bonne Auberge, de Table Quest ou tout simplement de mes actuels plays, n'est pas canonique dans la 5e édition parce que nous le traitons de la même manière que n'importe quelle autre partie à domicile, même lorsque les membres du studio Donjons Dragons eux-mêmes sont impliqués dans cette fameuse session. Le canon est moins lié à votre plaisir du jeu qu'à notre cohérence en interne. Il faut apprendre à le dissocier et rapidement parce que ça entraîne une conception très toxique de ce qui fait partie du vrai ou de la fausse histoire que le jeu aurait dû prendre. Le fait qu'une œuvre d'art ou d'une histoire soit canonique ou non dans la 5e édition ne devrait avoir que peu ou pas du tout d'influence sur la façon dont la plupart des gens interagissent avec le jeu. Si on vous dit par exemple que Markham Southwell est canoniquement le shérif de Bryn Shander en 1492, en 1492, cela aura-t-il un impact sur votre expérience du jeu dans Icewind Dale ? J'espère que non. Et est-ce qu'on s'en bat totalement les couilles ? Tout à fait.
Cependant, nous utilisons les traditions canoniques en interne pour maintenir la cohérence de nos produits les uns avec les autres sur l'ensemble de la 5e édition. Savoir que les géants du feu sont canoniquement plus petits mais plus puissants que les géants du gel signifie que nous n'avons pas besoin de repenser cette partie de l'histoire dans les prochains produits. De même, si le fait de savoir que tous les trolls se régénèrent facilement face à certains dégâts, eh bien ça facilite la conception de nouvelles variantes de trolls pour les prochains produits à venir. Point numéro 4, contrairement à ce qu'on nous dit, la longue histoire du jeu nous est également connue. Ceux d'entre nous qui ont la chance de devenir bergers ou intendants du jeu Donjons Dragons à leur table doivent s'entraîner à devenir également des experts en art et en tradition afin de savoir quand nous sommes fidèles au passé du jeu et quand nous prenons une nouvelle direction pour pouvoir déjà s'adapter et surtout comprendre pourquoi l'histoire a changé. Nous décidons en nous basant sur notre compréhension de l'histoire du jeu et de son public. Quelles sont les illustrations ou les traditions à mettre en avant, celles qui doivent être modifiées et celles qui doivent être enterrées si profondément qu'elles ne verront plus jamais la lumière du jour. Nous avons quelques principes directeurs notamment à vous présenter. Numéro 1, si l'introduction, l'illustration ou l'histoire a été vraie dans toutes les éditions précédentes du jeu, nous réfléchissons à 2 fois avant de la changer, ce qui explique le long temps d'attente avant d'avoir et de voir certains éléments changer officiellement. Numéro 2, si le graphisme ou l'histoire n'a pas résisté à l'épreuve du temps, nous pouvons le mettre à jour ou l'écarter pour faire place à de nouveaux éléments beaucoup plus positifs. Si vous êtes familier avec les vieilles cartes de Waterdeep, notamment de Eau Profonde, pour les plus francophones d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'une de ces avenues les plus sales s'appelait la rue des Salopes. Lorsque nous avons mis à jour la carte de Waterdeep dans Dragon Heist, nous avons donné un nouveau nom à cette rue. L'ancien nom était pas du tout bon au départ et ne résiste pas à l'épreuve du temps. Idem pour les draws ou la perception négative qu'ont donné les gens à certains aspects du jeu par leur interprétation personnelle. Du coup, se pose la question et la réflexion suivante, qu'est-ce que je dois connaître pour jouer? Qu'est-ce qui est nécessaire à ma bonne pratique du jeu? Je vous la fais en très simple, rien du tout. On s'en fout de savoir si votre monde respecte le canon du jeu ou non, que vous ayez pris des libertés. Le lore, même celui que je vous présente dans mes vidéos, c'est avant tout pour vous donner une idée des concepts où vous pouvez puiser des inspirations pour votre vision du jeu propre. Mais au final, vous faites ce que vous voulez chez vous, car le jeu lui-même préfère que vous vous accapariez son essence plutôt que d'apprendre des manuels d'histoire. Personne ne vous dit quoi faire, on veut juste être sûr que le jeu puisse être joué et abordé par le plus de gens possible. Ce qui sous-entend également de se remettre en question et de ne pas impliquer des éléments négatifs par défaut dans le jeu. La politique ou les réseaux sociaux n'ont pas détruit Donjons et Dragons, ils veulent ouvrir le jeu à un maximum de gens et ce à travers le monde. Petit rappel, la vidéo sur les chiffres des joueurs, D&D 2020, 50 millions de joueurs, explosion, beaucoup plus de femmes, etc. etc. Et c'est impossible d'y parvenir si on marginalise une des communautés dans sa propre histoire. C'est pas de la politique, c'est du bon sens, c'est du business et c'est du marketing. Si vous avez un commerce, pensez-vous que les gens vont continuer à venir chez vous si à chaque fois qu'ils viennent, vous finissez par les insulter? Du bon sens. Et finalement, avec ce genre de décision, on vous laisse faire exactement ce que vous voulez. Et même ça, c'est pas capté et c'est pas accepté par des gens. Je veux dire, D&D change petit à petit jusqu'à ses fondations pour évoluer avec son temps, vers un jeu moins restreint, laissant place à de nouvelles choses d'apparaître et à son système pour évoluer. Peu de jeux peuvent se permettre de faire ce genre de choses tout en gardant une cohérence et c'est un risque énorme qu'ils prennent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce jeu et cette licence, il serait de mauvaise foi de ne pas reconnaître au moins les réalités du terrain que nous autres consommateurs nous ne pouvons juste pas percevoir. Il n'y a pas de volonté à retirer ou politiser le jeu, déjà parce que tout est politique par essence, mais surtout parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est d'être à la tête de cette industrie. Pourquoi pensez-vous qu'ils mettent de plus en plus d'univers à caractère social et immersif comme le prochain Strixhaven ou tout simplement le supplément Von Richten dans les produits sortis? Parce que personne ne veut avoir à récupérer 40 ans de lore avant de lancer le moindre dé. Personne ne vous empêche de jouer à votre version ultra brutale et misogyne de Dark Sun. Personne, mais dans une industrie qui s'étend au-delà de quelques personnes francophones attachées au passé, il faut comprendre que l'avenir de la licence réside chez les nouvelles générations de joueurs et de joueuses. Nouvelle génération de joueurs et de joueuses qui se préoccupent davantage du bien-être de leurs membres que de savoir si on a été les faire censurer sur internet. J'espère honnêtement que ce petit thread, ce petit sujet vous aura éclairci sur les intentions et comment percevoir les futurs changements que pourrait apporter la licence D&D.
J'ai un peu débordé sur des analyses personnelles et je veux bien préciser bien évidemment que tout ce qui a été dit n'est en aucun cas l'avis de Wizard of the Coast sur la question, ce n'est que le mien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis toujours curieuse de voir comment c'est perçu par ceux qui suivent les actualités. C'était Naetherion, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous. The black light, let the dungeons and the dragons begin. It's D&D.